Comme je le dis depuis tout à l'heure, la crise actuelle est un accélérateur de changements en cours. La crise actuelle est un accélérateur des changements en matière géopolitique. J'ai dit que ce n'est pas à cause de cette crise que les États-Unis déclinent, ni seulement à cause de cette crise que la Chine est fragile. Mais cette crise accélère ces mouvements. Ce n'est pas seulement à cause de cette crise que les pays vieillissent, mais cette crise accélère ces mouvements. Et ce n'est pas seulement à cause de cette crise que les technologies de l'information prennent le pouvoir. Mais cette crise l'accélère, parce que, on l'a tout de suite vu après le début de cette crise, les technologies de l'information ont permis de transformer radicalement le rapport au travail. On s'est rendu compte que beaucoup plus de gens qu'on ne croyait pouvaient travailler à distance, et le télétravail n'est plus quelque chose de marginal, ça devient quelque chose d'important. Ce n'est peut-être plus une parenthèse, mais il est vraisemblable que pour 20%, 30%, 50% des travailleurs, ceux qui sont dans les pays développés, dans les industries, dans les emplois de manipulation de signes, dans les emplois de l'information, qui sont déjà aussi dans l'industrie, pas seulement dans les services, peuvent être exercés à distance. Ce qui exige à la fois beaucoup de moyens de télécommunication, comme celui que nous utilisons aujourd'hui, mais qui transforme profondément la nature de l'entreprise. Là encore, c'est une tendance très longue. Cette tendance tient au fait que de plus en plus, l'individualisme est en train de l'emporter. Chacun est seul. Et chacun est seul chez lui dans le travail à distance. Mais plus généralement, dans une société d'économie de marché, la solitude et l'individualisme et l'égoïsme l'emportent. Et l'entreprise dans laquelle les gens travaillent à distance n'est plus qu'une collection d'individus solitaires qui n'ont plus le même sentiment de loyauté à l'égard d'une entreprise où ils ne vont plus. D'où le très grand danger du télétravail qui est de faire perdre le sens d'appartenance collective, de projets communs. Ces projets communs qui définissent le projet d'une entreprise. Et les technologies de l'information sont à la fois excellentes pour permettre le télétravail, mais très dangereuses parce qu'elles conduisent à perdre le rassemblement qui crée le projet commun et aussi le fait que ce n'est pas facile dans une conférence à distance d'avoir la même créativité que quand on est réuni dans une salle. J'ai toujours pensé que l'endroit le plus important d'une entreprise, c'était la machine à café, le lieu où on rencontre les gens par hasard. On peut avoir des rencontres hors hiérarchie et qui permettent d'avoir des résultats véritablement créatifs. Donc, il est très important de comprendre qu'il faut trouver un nouvel équilibre dans l'organisation du travail, avec un maintien au moins partiel du lien à l'entreprise par une présence dans l'entreprise qui ne se réduise pas au télétravail. Ceci est vrai tant pour le travail que pour la vie personnelle, que pour le commerce et la distribution. Ceci va entraîner également d'autres mouvements où les technologies de l'information vont prendre plus de pouvoir, qui sont d'abord le fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de faire de la télémédecine et que ça sera possible, qu'on va avoir de plus en plus besoin de faire du téléenseignement et que ça sera possible, qui vont exiger des progrès techniques gigantesques en matière de digitalisation. On voit donc que progressivement, cette crise entraîne un certain nombre de mutations qui font apparaître comme très importants des secteurs nouveaux de l'économie. Et c'est ce que j'appelle pour ma part l'économie de la vie. Cette crise nous montre qu'il y a un certain nombre de secteurs auxquels on a attaché beaucoup d'importance dans les décennies passées et qui sont peut-être aujourd'hui moins importants. Je veux dire des secteurs cruciaux dans l'économie japonaise, dans l'économie européenne, qui sont sans doute moins importants que d'autres. Quels sont les secteurs moins importants? Évidemment, l'aéronautique, mais aussi partiellement l'industrie automobile. Bien sûr, on préfère l'automobile à une grande chance, c'est qu'elle permet d'être protégée des risques de contamination dans les transports en commun. Mais malgré tout, il y a une prise de conscience qu'on n'a pas besoin de changer de voiture tous les ans, tous les 2 ans. Et il y a une certaine forme de frugalité que cette crise installe. De même, l'ensemble des industries chimiques, plastiques,
sont moins importantes dans la crise actuelle. De même, les industries textiles, a-t-on vraiment besoin d'acheter 18 t-shirts tous les 6 mois? Non. On voit bien d'ailleurs qu'à cause du confinement, beaucoup de gens ont décidé de regarder leur garde-robe et se sont rendus compte que ça ne sert à rien. Et on voit aussi que toutes les industries liées au charbon, au pétrole, sont sans commune mesure d'aucune utilité durable. Par contre, il y a des secteurs très incertains sur lesquels je reviendrai, par exemple l'ensemble du secteur du tourisme. Il est très important de pouvoir maintenir l'industrie du tourisme, mais si le tourisme est un tourisme à distance, ce n'est pas possible. Et cette crise ne fait que révéler des choses qui avaient lieu. Le nombre de gens qui vont visiter Kyoto ou qui vont visiter Venise ne pouvait pas continuer à croître à l'infini. Kyoto ou Venise ne peut pas accueillir chaque année 300 millions de visiteurs, ça n'a pas de sens. Et donc, même s'il n'y avait pas eu cette crise, il aurait fallu à un moment ou à un autre créer un rationnement du nombre de visiteurs, comme l'a fait le Bhoutan, ou comme on le fait en France avec la grotte de Lascaux. On l'a fermée, on a mis une copie et les gens doivent s'enregistrer pour visiter cette copie. Je pense qu'on fera ça pour un grand nombre de lieux touristiques et cette crise, là encore, n'a fait qu'accélérer des tendances naturelles. Donc, il y aura un tourisme beaucoup plus limité. On ira une seule fois dans sa vie à Kyoto, une seule fois dans sa vie à Venise, et pas comme aujourd'hui, on peut aller à Venise depuis n'importe quel point d'Europe pour 50 €, aller et retour. Ça n'a pas de sens. Le tourisme aura une autre activité qui va se transformer. J'ai parlé tout à l'heure des sièges des entreprises. Je pense qu'à l'avenir, pour que les entreprises puissent attirer leurs collaborateurs, il faudra que leurs sièges ressemblent à des hôtels et que même les hôtels deviennent des sièges d'entreprise parce qu'on peut y trouver un confort, une qualité de vie meilleure que dans beaucoup de sièges d'entreprise. Je pense que les hôtels peuvent aussi être d'excellents systèmes de gestion des retraites. Les hôtels peuvent être de meilleures maisons de retraite que les maisons de retraite. De même, les hôtels ont une capacité d'enseignement et d'explication des besoins en matière hospitalière, puisque un hôtel, c'est un lieu d'hospitalité comme un hôpital. Et ce qui manque de beaucoup dans les hôpitaux, c'est la qualité hôtelière. Et donc, il y a là une reconversion dans le siège social d'entreprise, dans les maisons de retraite, dans la gestion des hôpitaux, de l'industrie hôtelière qui peut être très importante. Et en dehors de ça, il y a un grand nombre de secteurs que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie qui vont être les grands vainqueurs. Et les pays qui gagneront dans cette crise sont ceux qui auront compris avant les autres qu'il faut se concentrer sur les secteurs de l'économie de la vie. Quels sont-ils? Premièrement, évidemment, la santé. Pas seulement les hôpitaux, les médecins, les infirmières, mais aussi l'industrie médicale. De ce point de vue, le Japon est en avance et il a compris mieux que d'autres combien l'industrie médicale est importante. L'industrie pharmaceutique, les prothèses, les appareils médicaux. N'est-il pas, quand on regarde ça de loin, anormal que les premières capitalisations boursières mondiales soient dans des industries de la distraction, alors que la capitalisation mondiale boursière des plus grandes entreprises de matériel médical est très faible, alors que la santé, c'est la clé de tout. Il serait normal que la première capitalisation boursière mondiale soit une entreprise de santé. Ce n'est pas le cas, loin de là. Mais cette crise nous révèle que nous avons besoin de plus en plus d'appareils médicaux, d'instruments, de médecine à distance, de respirateurs et de toutes les technologies qui nous manquent. Donc je crois que ce secteur va se développer beaucoup avec des commandes publiques et des commandes privées. Lié à la santé, il y a les secteurs de l'hygiène, très importants, que cette crise a révélé, puisque tout est parti d'un manque d'hygiène dans un marché public. Et donc l'hygiène des marchés publics, l'hygiène de l'eau, l'hygiène de l'alimentation vont être clés. Autre secteur clé de l'économie de la vie, l'alimentation. Et une alimentation saine suppose une agriculture saine. Donc, santé, hygiène, alimentation, agriculture sont des secteurs clés. Je viens de publier au Japon un livre sur l'histoire de l'alimentation
où je montre qu'on peut nourrir beaucoup mieux une part importante, toute la population mondiale en la nourrissant sainement, avec un impact très positif sur la santé. Autre secteur qui va devenir très important, celui de l'éducation, parce que d'abord, il va falloir former beaucoup de gens à ces nouveaux métiers, et ensuite parce qu'il va falloir développer un enseignement à distance. Donc, les secteurs de l'éducation, de la formation, de la reconversion vont être essentiels. Autre secteur essentiel, évidemment, qui découle de tout ce que je viens de dire, le digital. On va avoir besoin d'une digitalisation majeure de l'économie mondiale et toutes les entreprises du digital font partie de l'économie de la vie. Autre secteur, évidemment, la recherche dans tous les domaines, parce qu'elle est clé pour le développement de tout ce qui précède. Autre secteur encore de l'économie de la vie, tout se touche autour des énergies propres, c'est-à-dire à la fois les énergies renouvelables, qui sont malheureusement intermittentes, je parle du vent, du soleil, mais aussi des énergies où malheureusement le Japon a fait une mauvaise expérience, mais qui malgré tout restent des énergies excellentes en termes climatiques. J'entends l'énergie nucléaire, qui est la meilleure réponse à la question du climat, et qui doit remplacer largement les énergies sales dont je parlais tout à l'heure, qui sont le charbon et le pétrole. D'autres secteurs font partie des économies de l'économie de la vie. La culture, la police, parce qu'on a besoin d'un système de société équilibré. La presse, parce qu'on a besoin d'une démocratie, parce que l'exemple chinois nous a montré que lorsqu'on n'est pas en situation démocratique, on ne peut pas avoir une économie et une société qui est capable de répondre aux crises de ce genre. La démocratie, la transparence, la vérité sont la clé d'une société efficace. Et les instruments de démocratie, c'est-à-dire la liberté de la presse, la sécurité des citoyens, font partie de l'économie de la vie. À cela, sans doute, faut-il ajouter d'autres secteurs. Je pense en particulier à l'art, la culture. Je pense évidemment à l'assurance, qui est la clé du fonctionnement d'une société équilibrée, la finance, parce qu'il est nécessaire de financer l'ensemble de ces investissements, à condition que ce ne soit pas une finance spéculative qui parasite l'économie, mais une finance qui mette l'épargne des citoyens au service du développement des autres secteurs de l'économie de la vie. Peu de pays, à mon sens, ont compris l'importance de l'économie de la vie, qui pour ma part représente un vrai projet politique. Cette crise nous aura montré que c'est simplement en s'occupant des générations futures